Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. À la une, ce soir, le gouvernement togolais a récemment approuvé un projet de loi visant à réglementer les associations nationales et étrangères dans le but de moderniser le cadre juridique du pays en réponse aux réalités actuelles. Puis pour établir un équilibre financier entre les différents secteurs économiques, le gouvernement a rétabli la TVA à son taux initial de 18% pour le secteur hôtelier. On y revient. Au-delà de nos frontières, résultat des élections législatives en République démocratique du Congo. Les résultats préliminaires des élections législatives du 20 décembre dernier indiquent une probable majorité parlementaire pour Félix Tshisekedi. Puis les habitants de Gatumba de nouveau confrontés à des inondations. Un phénomène de plus en plus récurrent dans cette zone située à la frontière burundo-congolaise. D'autres détails sur la situation dans un instant. Restez avec nous. Rebonsoir à toutes et à tous. La législation en vigueur au Togo sur les associations connaîtra une évolution. En ce sens, vendredi dernier, en Conseil des ministres, le gouvernement togolais a adopté un projet de loi. Celui-ci a pour objectif de réguler les associations nationales ainsi que celles basées à l'étranger afin d'adapter le cadre juridique du pays aux réalités actuelles. Plus de précisions avec Afzal Gandé et Félicité Chakla. Un nouveau projet de loi sur les associations a été adopté le 12 janvier 2024 au cours du Conseil des ministres tenu à Lomé. Il s'agit d'une étape significative dans l'évolution du cadre juridique régissant ces entités, qu'elles soient nationales ou internationales. L'objectif premier de ce nouveau test est d'ajuster les lois existantes aux réalités contemporaines tout en remédiant aux limites et insuffisances constatées au fil des décennies. Ce projet de loi revêt une importance particulière en visant à réguler non seulement les associations nationales, mais également celles basées à l'étranger. Cette démarche vise à instaurer une législation inclusive et adaptée aux dynamiques associatives qui dépassent les frontières nationales. En ce sens, le test aspire à favoriser une meilleure coopération et coordination entre les associations locales et leurs homologues étrangères, renforçant ainsi les liens entre le Togo et la communauté internationale. L'aspect novateur de cette initiative réside également dans la volonté de moderniser les procédures associatives en les dématérialisant. Cette avancée technologique s'inscrit dans une vision plus large d'adaptation aux évolutions contemporaines. En simplifiant et accélérant les démarches administratives, le gouvernement cherche à encourager la création d'associations, favorisant ainsi un environnement propice au développement du tissu associatif dans le pays. Notons que ce projet de loi adopté représente une réponse proactive aux défis rencontrés par les associations du pays. En cherchant à aligner le cadre juridique sur la réalité actuelle, à réguler les associations nationales et internationales et à introduire des procédures dématérialisées. Ceci dans le but de créer un environnement propice à l'épanouissement et à la diversification du secteur associatif au Togo. Et puis suite à la reprise encourageante du secteur hôtelier au Togo, après la pandémie de la Covid-19, le gouvernement a rétabli la taxe sur la valeur ajoutée TVA à son taux initial de 18% pour rééquilibrer les finances publiques. Plus de précisions dans ce reportage. En réponse à la pandémie de Covid-19, le gouvernement togolais avait réduit temporairement la taxe sur la valeur ajoutée TVA à 10% pour aider le secteur hôtelier, mais il l'a maintenant rétabli à son taux normal de 18%.
Contenue dans la loi de finances gestion 2024, cette décision intervient alors que le secteur montre des signes de reprise encourageants. Selon 24heuresinfo.com, les chiffres d'affaires des principaux hôtels du pays ont augmenté de manière significative entre 2020 et 2022. Par exemple, l'hôtel de février, un acteur majeur de l'industrie hôtelière togolaise, a vu ses revenus augmenter de 41,7% en 2021 et de 69% en 2022. D'autres hôtels comme Sarakawa et Onomo ont connu des taux de croissance similaires. Ainsi, pour le gouvernement, le retour à la TVA standard est nécessaire pour rééquilibrer les finances publiques après les efforts de soutien économique déployés pendant la pandémie. Il est également perçu comme un moyen d'assurer une concurrence équitable entre les différents secteurs économiques qui sont en grande majorité soumis à la TVA de 18%. Durant le 4e trimestre de l'année 2023, le Togo a été frappé par des catastrophes naturelles engendrant des pertes en vies humaines, des blessures graves et des dégâts matériels considérables. C'est ce que révèle l'analyse croisée de l'Agence nationale pour la protection civile. D'autres détails dans cet élément de Kofi Kliké. L'Agence nationale en charge de la protection civile a rendu public les résultats de l'analyse croisée des données quantitatives et qualitatives de tous les services intervenant dans la protection civile. Selon le résultat, le Togo a connu des situations d'urgence au 3e trimestre de l'année 2023. Ces situations sont provoquées par des inondations, des éboulements, des déplacements internes, des afflux de réfugiés, des vents violents et des incendies. Au nombre de ces urgences, on note aussi l'insécurité alimentaire et malnutritionnelle, sans oublier l'érosion côtière. Ces événements, selon le rapport de la protection civile, ont causé des pertes en vies humaines, des blessés graves et d'importants dégâts matériels. Au 4e trimestre de l'année 2023, le Togo a enregistré au total 4035 sinistrés, dont 12 blessés. Au cours de cette même période, 4072 habitations ont été atteintes, 4 écoles endommagées et plus de 1800 hectares de champs dévastés. Dans les détails, en octobre 2023, l'agence annonce avoir dénombré 1585 victimes d'inondations, 18 victimes d'incendies et 156 réfugiés. En novembre, 21 victimes de conflits communautaires s'y sont ajoutées. 31 victimes d'incendie, 350 réfugiés et 12 victimes de vents violents. En décembre, les inondations ont atteint 68 personnes, les incendies 201 personnes. On note 1555 réfugiés et 22 victimes de vents violents. Par ailleurs, au regard des prévisions hydrométéorologiques actuelles, d'importants dégâts pourraient être enregistrés au cours de cette année. Et puis la cybercriminalité persiste au Togo avec des escroqueries variées, notamment des arnaques liées aux crypto-monnaies et aux plateformes de paiement en ligne. Dans ce contexte, le CERT Togo offre des moyens de signalement pour contrer ces menaces. Plus de précision avec Harold Messon-Atto. Au Togo, comme dans le reste du monde, le fléau du piratage et des arnaques en ligne persiste, mettant en danger la sécurité financière et personnelle des utilisateurs. Les différentes formes d'escroquerie, telles que la fraude à la carte bancaire, le phishing, l'arnaque à la loterie et le ransomware, nécessitent une vigilance accrue de la part des internautes. Une arnaque récemment dévoilée concerne un réseau de cybercriminels opérant à Lomé, spécialisé dans les crypto-monnaies. Usant de fausses identités, ils s'infiltrent dans des groupes d'achat et de vente de devises virtuelles sur les réseaux sociaux, prétendant vendre des crypto-monnaies qu'ils ne possèdent pas réellement. De plus, les arnaques liées à T-Money sont fréquentes. Elles incluent de fausses promotions, des comptes bloqués fictifs et des paiements de services non effectués. Les escroqueries liées au voyage ne sont pas en reste, avec des individus prétendant être bloqués au Togo et sollicitant une aide financière pour quitter le pays. La prudence est la clé lors de transactions en ligne. Il est crucial de vérifier la fiabilité des sites et des personnes avec lesquelles l'on interagit, de confirmer l'authenticité des promotions avant tout transfert d'argent et de ne jamais partager d'informations personnelles ou financières en réponse à des messages non sollicités. Pour lutter contre ces menaces, le Centre national de réponse aux incidents de cybersécurité au Togo, CERT Togo, offre plusieurs moyens de signalement.
La prévention demeure cependant la meilleure défense contre les arnaques en ligne. Il est recommandé de rester vigilant, de protéger ses informations et de signaler toute activité suspecte pour contribuer à la lutte contre la cybercriminalité. À l'international, Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, est de nouveau secouée par une vague d'enlèvements et de meurtres, ce qui met fin à une trêve de plus de 10 mois. Plus de 30 personnes ont été enlevées récemment, incitant la population et les experts en sécurité à exhorter le gouvernement à prendre des mesures immédiates. Plus de détails. Les enlèvements et les meurtres sont redevenus monnaie courante à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, après une trêve de plus de 10 mois durant laquelle les bandits n'avaient pas fait parler d'eux. La semaine dernière, plus de 30 personnes ont été enlevées selon des témoins et des chefs de communauté sur l'axe routier qui relie Kaduna à Abuja. La situation est telle que les enlèvements, souvent orchestrés par des individus portant des uniformes militaires, persistent. Certains habitants ont exhorté le gouvernement à renforcer la sécurité et ramener la paix dans la région, car ils doivent faire face à l'insécurité au quotidien. J'ai peur de vous parler parce que nous ne savons pas qui pourrait être la prochaine victime. Alors nous demandons au gouvernement de nous aider à assurer la sécurité ici et dans l'ensemble du pays. Ce sont surtout les Fulani qui posent problème. Ils se promènent librement avec des machettes et d'autres armes sans que personne ne leur dise quoi que ce soit. Il faudrait donc les contrôler et les rappeler à l'ordre. C'est la moindre des choses. Jonathan Onoja Isaac, expert en sécurité, estime que le gouvernement devrait rendre des comptes sur la montée de l'insécurité dans la région. Lorsque nous commençons à avoir de l'insécurité au Niger, dans l'état de Kogi, dans l'état de Nasarawa et dans l'état du Plateau, cela signifie que le centre-ville n'est pas sécurisé. En effet, il s'agit de frontières directes avec la capitale. De janvier 2021 au 30 juin 2023, 40 cas d'enlèvement ont été enregistrés dans le territoire de la capitale fédérale d'Abuja. Élections législatives en République démocratique du Congo. La commission électorale nationale du pays a donné les résultats provisoires du scrutin tenu le 20 décembre dernier. Le parti du président Félix Tshisekedi a remporté 69 sièges selon la commission, des résultats qui suscitent des contestations. Reportage. Ils sont enfin connus, mais ne font déjà pas l'unanimité. Dimanche 14 janvier, la Commission électorale nationale indépendante a donné les résultats partiels des élections législatives du 20 décembre dernier. Des résultats initialement attendus le 3 janvier, il y a plus de 10 jours donc. Le président de la CENI a donné les raisons de ce retard. Face aux irrégularités constatées et soulevées par la clameur publique, la CENI ne pouvait rester indifférente et se devait d'accorder une attention particulière afin de déceler tous les cas de fraude et d'abus. Sur les 500 sièges que compte l'Assemblée nationale, 477 ont été attribués. Parmi eux, 69 ont été remportés par l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti de Félix Tshisekedi, lui-même déclaré vainqueur de la présidentielle, qui se tenait elle aussi le 20 décembre dernier. En cumulant les partis alliés, la majorité obtiendrait plus de 400 sièges. Une réussite pour ce député de l'Alliance des acteurs attachés au peuple. Nous sommes ravis de joie de voir que cette fois-ci, c'est incontestable. Mais j'émets un vœu de voir l'opposition se réorganiser pour faire le contrepoids. Parce que tel que ça se présente, le risque d'être écrasé. Ce n'est pas bon pour la démocratie. L'opposition, elle, ne voit pas les choses de la même façon. D'après la CENI, le principal parti de l'opposition, Ensemble pour la République, de Moïse Katumbi, arrivé deuxième à l'élection présidentielle, a obtenu une vingtaine de sièges. Celui de l'ancien président Joseph Kabila, qui a boycotté les élections, n'en a obtenu aucun, tout comme celui de Martin Fayoulou, qui, lui, avait demandé aux membres de son parti de ne pas se présenter. Messieurs le président de la CENI, Kadima, a reporté la publication des résultats. Pourquoi? Parce qu'il fallait prendre 3 députés à gauche pour donner 4 à droite, prendre 5 députés à droite
pour distribuer 6 à gauche. Et ça n'honore pas la République. Aujourd'hui, l'Union sacrée va avoir plus de 3, voire même 400 députés. C'est du jamais vu. Et dans les rangs de Félix Tshisekedi aussi, certains ont fait entendre leur mécontentement, assimilant ces résultats à des nominations ou encore des règlements de compte. La zone de Gatumba, située entre le Burundi et la République démocratique du Congo, est de nouveau confrontée à des inondations dues aux crues de la rivière Rusizi. En dépit de l'appel du gouvernement à évacuer la zone, la majorité des résidents persistent à rester sur place. Cela fait bientôt 10 ans que le village de Gatumba vit au rythme des caprices de la rivière Rusizi. Depuis 2016, ces crues à répétition entraînent d'importantes inondations. À chaque fois, c'est la même chose, rien n'est épargné. Les habitants du village se retrouvent à la rue. Affaiblis peut-être, mais loin d'être abattus, ils n'entendent pas pour autant quitter Gatumba, contrairement à ce que souhaiterait le gouvernement. Être délocalisé ? Impossible. Gatumba est à nous. La terre y est fertile. Quand tu plantes une patate douce, du haricot et du maïs, ça pousse en une journée. Il n'y a pas de famine ici. Même dans cette eau, on pêche du poisson. Autre conséquence de ces inondations, la fermeture des écoles. Cela alors que le deuxième trimestre a tout juste commencé. Pour maintenir les classes, les responsables de l'école Caritas Global School de Gatumba, partiellement inondée, ont installé ce petit pont pour permettre aux enseignants et aux enfants d'accéder aux salles de cours. La solution n'est évidemment que provisoire. Avec ces inondations, les programmes n'avancent pas. Pourquoi ? Des enseignants et des élèves sont sinistrés. Les enseignants sont préoccupés à sauver leur famille. En 2021, le gouvernement avait pourtant promis la construction de digues de protection. Il a récemment changé d'avis, exigeant le déplacement total des habitants de Gatumba. De nombreux experts s'accordent à dire qu'il s'agit bien de la seule solution durable. Ils s'inquiètent notamment de voir les conditions sanitaires se détériorer. Le plus grave, ce sont plutôt les maladies. Le paludisme, le choléra, parce que il y a des pollutions de toutes sortes. Pollution des eaux, pollution des sols, pollution de l'air. Tout ça, ça affecte la santé. Avec ces nouvelles inondations, les autorités administratives locales ont fait état de 7000 personnes dans le besoin d'une aide d'urgence. À l'échelle du pays, ce sont plus de 10 000 personnes qui ont été déplacées du fait des inondations. Et puis au Soudan, la guerre entre l'armée et les paramilitaires débutée en avril 2023 persiste, ce malgré les efforts de médiation de l'autorité intergouvernementale pour le développement pour mettre fin au conflit. Il a été annoncé la tenue d'un sommet extraordinaire jeudi pour tenter de mettre fin à ce conflit, mais le gouvernement soudanais a déclaré qu'il n'y participera pas. Depuis lundi, la guerre entre l'armée et les paramilitaires au Soudan est entrée dans son 9e mois sans qu'aucune issue ne soit en vue. L'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, annonce la tenue d'un sommet extraordinaire jeudi pour tenter de mettre fin au conflit. Cependant, le gouvernement soudanais a déjà annoncé qu'il ne participera pas à la rencontre, alors que des millions de personnes ont maintenant besoin d'une assistance humanitaire pour vivre. Lorsque la guerre a éclaté, nous étions occupés par nos révisions parce que les compositions devaient avoir lieu à la fin du Ramadan comme beaucoup d'autres projets que j'avais en tête. Mais la guerre a tout arrêté. Le bout du tunnel n'est pas encore visible. Le conflit s'enlise, jetant les populations sur les routes. Depuis le début de la guerre, plus de 7,3 millions de Soudanais ont fui leur pays. Nous sommes affectés par ce qui se passe à Khartoum. Des personnes déplacées par la guerre sont arrivées, mais nous n'avons plus de ressources. La vie devient de plus en plus difficile alors que la guerre se poursuit. Au moins 1,3 million de Soudanais ont trouvé refuge au Tchad, au Soudan du Sud, en Égypte, en Éthiopie et en République centrafricaine.
Un accueil chaleureux attendait la délégation juridique sud-africaine à son retour de La Haye. Une action en justice pour génocide contre Israël a été intentée, marquant le début d'une bataille juridique qui pourrait durer des années selon les juristes. Une démarche qui renforce l'engagement des Sud-Africains pour les droits de l'homme et la liberté de la Palestine. Reportage. La délégation juridique sud-africaine a été chaleureusement accueillie à l'aéroport de Johannesburg après son retour de La Haye, où elle a intenté une action en justice contre Israël pour génocide contre les Palestiniens à Gaza. Mais selon les juristes, ce n'est que la première étape d'une procédure qui risque de durer des années. Il ne faut pas oublier que la lutte continue. Ce n'est qu'un épisode d'une longue lutte. Vous avez entendu Adila dire qu'il y a environ 75 ans d'occupation. Donc la lutte continue, elle ne s'arrêtera pas. Cette semaine a marqué un épisode important, mais elle n'a pas marqué l'aboutissement d'un tournant très important. Nous devons examiner la question d'un point de vue juridique. Alors que la guerre à Gaza passe le cap des 100 jours, l'arrivée de l'équipe juridique sud-africaine est porteuse d'espoir et d'une détermination renforcée. Leur expertise et leur engagement inébranlable en faveur des droits de l'homme ont laissé un impact durable sur la scène mondiale. Nous avons été inspirés par les propos du président Mandela, qui a déclaré « L'Afrique du Sud n'est pas libre tant que la Palestine n'est pas libre ». C'est quelque chose qui reste profondément ancré. Nous sommes aussi inspirés par la Charte de la liberté qui prône la paix et l'amitié dans le monde. Les Sud-Africains sont bien déterminés à obtenir un cessez-le-feu immédiat. Ils veulent aussi attirer l'attention sur la situation critique des Palestiniens dans le monde entier. Nous devons montrer au monde, même si les gens le savent, que l'Afrique du Sud est aux côtés de la Palestine, que l'Afrique du Sud est du côté de l'humanité. Nous devons montrer au monde que les Sud-Africains soutiennent leur gouvernement et la Palestine. Le monde s'est déjà exprimé pour dénoncer le génocide. Nous n'avons pas besoin d'un procès, mais nous avons besoin d'une approbation pour dire que ce que les peuples du monde affirment est juste. Les avocats d'Israël ont expliqué qu'un cessez-le-feu serait rejeté car il profiterait au Hamas. La CIJ pourrait statuer à ce sujet dans quelques semaines, mais il faudra des années pour que le jugement sur la commission ou non d'un génocide soit prononcé. C'est ainsi donc que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.